Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir SAS pour ceux qui le connaissent. L'idée, c'est de voir un petit peu ce qu'il propose en termes de fonctionnalités, comment il peut nous être utile à l'intérieur d'un projet web et en quoi il va améliorer en fait notre capacité à intégrer des maquettes grâce au CSS, mais avec les super pouvoirs que lui apportera finalement le SCSS qu'on va utiliser dans cette vidéo évidemment. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de créer une structure de projet dite classique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit fichier index.html. À l'intérieur, on va mettre tout ce qu'il y a de plus classique dans un HTML. On va le mettre en FR malgré tout. OK. Et puis derrière, on va se créer une architecture avec des assets qui contiendront évidemment du CSS et qui contiendront du JS. Alors, j'intègre le JS, il n'était pas nécessaire, mais c'est l'habitude. App.css. Et puis on va faire un app.js. Ensuite, par rapport à cet index HTML, on pourrait ramener évidemment alors, le JS, je vais le ramener tout de suite. Pour le CSS, on va le voir dans la foulée. Donc là, on va lui dire qu'on veut des assets, qu'on veut du JS et app.js. OK. Allez, parfait. Donc là, on l'a bien lié, c'est tout bon. Ici, on va faire un SAS project. On va lancer un petit coup de Go Live. Donc là, il va nous ouvrir notre projet. Bon, il n'y a rien dedans, donc rien ne s'affiche. On peut malgré tout peut-être se dire qu'à la limite, on va lui ramener un H1 dans lequel il y aura un Hello World. Ok. Donc là, si on revient sur notre projet, on a bien notre Hello World. Ça, c'est quoi finalement? C'est un préprocesseur CSS. C'est-à-dire qu'en fait, il va venir non pas comme une surcouche de CSS, puisqu'il n'est pas interprété par les navigateurs, mais comme une brique qui va permettre finalement d'aller doper, d'aller donner plus d'impact au CSS qu'on va créer. Et surtout, il va nous permettre en plus d'aller simplifier l'écriture qu'on va avoir dans la vie de tous les jours. Donc nous, on va surtout s'attarder sur cette fonctionnalité-là, celle qui va nous permettre de simplifier la composition de nos classes, de nos différents sélecteurs et balises. Et finalement, on va voir un petit peu ce que ça donne en créant des choses simples, des titres écrits en rouge, des choses comme ça. Mais on va voir un petit peu tout ça. Déjà, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur l'installation. Alors, il est trouvable bien évidemment directement depuis NPM. Et c'est ce que je vais faire. Je vais le récupérer moi directement d'ici en lui disant finalement, on va faire un petit coup de NPM install GSAS. C'est-à-dire que l'intérêt là, c'est de l'installer globalement dans notre projet. Donc pour ça, on va ouvrir un petit terminal. Puis on va coller directement ce qu'on nous a présenté ici. Alors moi, il était déjà installé, il risque d'aller assez vite. Du moins, hop, un petit coup de sudo. Alors ça, c'est pour les droits administrateurs, hein, pour le coup. Vous ne serez peut-être pas concerné. Voilà, moi il était déjà installé, donc au meilleur des cas, il m'a réinstallé des différents paquets si nécessaire, mais en tout cas il était déjà là. On peut remarquer que sur notre projet ça n'a rien changé, et ça fort heureusement, puisque pour l'instant je n'ai pas la nécessité d'aller instancier un projet sous NPM, donc on reste sur une structure classique avec nos assets et avec notre index. Maintenant ce qui est sûr, c'est que nous on va venir charger directement ce app CSS, c'est un fait, donc on peut lui dire directement ici, je veux un link finalement CSS. Et nous, ce qu'on va aller charger, c'est assets, c'est CSS, et puis c'est le app.css. Ça, c'est tout bon. En revanche, lui, pour l'instant, rien n'est dedans. Donc si je fais des modifications, certes, elles s'apporteront directement sur mon projet. Ça, c'est tout bon. Mais ce que j'aimerais également maintenant, c'est dire, finalement, si j'ai installé SAS, c'est pour utiliser SAS. Donc là, on va se créer un nouveau dossier que je vais appeler SCSS pour le coup. Tout simplement parce qu'il y a deux types d'écriture possibles en SAS. Il y a le SCSS et il y a le SAS tout court. Moi, j'ai une préférence pour le CSS qui garde les structures de base du CSS classique. C'est-à-dire qu'en fait, on garde la même façon d'écrire que le CSS classique. C'est vrai que pour le coup, quand on va avoir du SAS, donc là, dans ces cas-là, on a une écriture qui est un peu différente, qui se rapproche du YAML. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un principe d'indentation qui fonctionne. Alors, ça permet d'éviter d'utiliser certaines parenthèses, accolades ou autres. Mais en attendant, ça peut être gênant parce que l'indentation qu'on a dans nos fichiers, finalement, est hyper importante et ce qui pourrait faire en sorte que ça ne fonctionne plus. Moi, très franchement, j'adore écrire en CSS. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il est limité dans sa conception. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un fichier qui s'appelle main.scss.
Et c'est dans ce fichier main SCSS que je vais aller composer mon code. Donc on va prendre par exemple notre H1, je vais lui dire, moi j'aimerais que tu aies une couleur qui finalement est le rouge. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Évidemment, si j'enregistre, rien ne se passe, je peux retourner voir directement mon projet. Rien ne s'est passé, il va rester tel quel. Jusqu'à preuve du contraire, le CSS qui est présent ici n'a pas de contenu, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc là, il va falloir qu'on effectue la liaison, et d'où le principe du préprocesseur, c'est qu'on va passer en fait un peu à la moulinette tout ce qui est directement dans ce SCSS pour le transformer en du CSS viable. Donc là, pour ça, on nous explique directement dans la documentation qu'il y a une ligne de commande qui existe, qui est SAS, notre fichier source et notre fichier distant. On va essayer pour le coup. On va retourner sur notre projet, puis on va lui dire, écoute, on va faire un coup de SAS. Tu vas aller chercher notre fichier source qui est dans Assets, qui est dans SCSS, et qui est donc main SCSS. Et tu vas aller me le taper sur Assets, CSS et app.css. On va faire un coup d'entrée. On n'a pas de retour, ça veut dire que à partir de là, si je reviens à la ligne telle quelle et que je n'ai pas d'erreur, le mapping a fonctionné. On le voit d'ailleurs, il est mappé. Notre fichier CSS et notre fichier SCSS sont parfaitement reliés l'un à l'autre. On a donc un fichier app.css.map qui lui est fonctionnel et qui va finalement récupérer le contenu de main CSS qui est présent ici. Donc ce fichier, on ne s'en occupe pas, il ne nous intéresse absolument pas, mais il va nous permettre, lorsqu'on va être en mode développement et qu'on va être directement sur un navigateur, d'avoir accès à la ligne dans laquelle notre erreur pourrait ne pas fonctionner dans le SCSS. Il faut comprendre que l'index va charger le app.css qui est présent ici. Et nous, lorsqu'on va coder, on va coder ici. On pourra avoir un fichier qui finalement ne fait pas le même nombre de lignes, et ainsi de suite. D'ailleurs, ça va être le cas, on va le voir ensuite. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire directement à notre fichier, grâce au point map, indique-moi dans SCSS où est mon erreur, où est la ligne que je souhaite rechercher directement par rapport à une classe ou autre. Donc là, finalement, on a quelque chose qui est utilisable. Par contre, c'est vrai que si on se disait finalement, oui, je veux de la couleur rouge, mais je veux une font size qui, elle, par exemple, est en 4 REM, ça va être très gros. Ce qui se passe, c'est que si je fais ça, ici, j'ai beau recharger, j'ai pas plus gros. Et pourquoi? Parce que dans notre CSS, la font size n'a pas été prise. On a beau avoir une liaison qui est effectuée entre les deux, c'est à chaque fois finalement qu'on va passer ici notre commande SAS que là le contenu est fait. Donc là, si je reviens à mon projet, oui, là je suis écran beaucoup plus gros. Là, il m'a pris en compte ma modification parce que j'ai soumis finalement cette ligne de terminal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait directement dans la documentation pareil de SAS pour comprendre s'il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle du watch, c'est-à-dire un écouteur qui finalement va être capable de vérifier si des modifications sont faites et dans ce cas, les appliquer. Alors je ne sais pas si on va le retrouver de cette façon-là. Si on fait tel quel, Ruby SAS, ainsi de suite, Dart SAS, SAS Number, SAS Selector. Alors on va pas s'embêter à trop le chercher dans la documentation. Il est là en fait, directement ici, --watch. Et sinon je l'avais évidemment en tête. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la même ligne, mais qu'on va rajouter ce flag, watch, directement ici. On va faire entrée, et cette fois-ci, on se rend compte qu'il est en train de nous dire SAS is watching for changes. Il est en attente de changement. C'est-à-dire que cette fois-ci, si je fais une modification à cet endroit et que je lui dis par exemple, je veux un text decoration avec un underline, c'est-à-dire souligné, alors là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore enregistré mon fichier. Donc ici, en effet, on va le mettre à côté. J'ai toujours pas le contenu qui est fait. Je vais enregistrer mon fichier. On va faire fichier enregistrer. Hop. Et voilà, il vient de me composer en fait le CSS. Donc cette fois-ci, le fait d'avoir enregistré m'a permis de récupérer directement les modifications qui sont présentes ici. Alors moi, je suis d'avis à vous dire, si vous avez l'enregistrement automatique activé, je vous conseille de le retirer. Cela vous allez faire travailler énormément votre processeur et votre bécane au niveau du SAS, puisque à chaque enregistrement finalement, là j'appuie sur CTRL S plusieurs fois, à chaque enregistrement, il va y avoir un coup de préprocesseur qui est passé. Et donc à partir de là, vous pourriez avoir beaucoup de ressources attribuées pour pas grand-chose. J'ai envie de dire, si on a des modifications à faire, on les fait pleinement. On enregistre quand on a envie d'avoir l'aperçu directement dans son navigateur. Donc ça ne sert à rien d'enregistrer systématiquement. Je déconseille donc l'enregistrement automatique. Ok, donc là on vient de comprendre en fait qu'il fallait qu'on compile en quelque sorte notre code SCSS en du code CSS qui lui est interprété par notre HTML et finalement par notre navigateur.
Ça, on vient de le comprendre. Alors, quels sont les bénéfices, finalement, qu'on va retrouver dans SAS? On va regarder un petit peu, on va retourner sur la doc, puis on va regarder un petit peu tout ce qui se passe ici. Donc, le pré-processing, pardon, ça, on l'a compris. Il nous explique également qu'on a la possibilité d'avoir un dossier dans lequel il y a plusieurs feuilles de style SAS ou SCSS, et derrière, on pourrait avoir un dossier distant, qui serait dans un dossier public, par exemple, qui récupérait l'intégralité des feuilles. Autrement dit, là, on le fait sur une seule feuille de style, mais on pourrait très bien le faire sur des dossiers, des répertoires finalement complets. Ça, c'est faisable. Nous, on va rester sur une seule feuille. Dans un premier temps, ça me paraît largement suffisant. Ensuite, que nous dit-il? Alors, il nous explique que déjà, on a deux écritures. Vous voyez, il y a une petite différence entre les deux. Les points-virgules et les accolades ont disparu totalement. En revanche, le principe d'indentation qui est présent ici est nécessaire. Alors, voyez ce que vous préférez. Moi, personnellement, je préfère le SCSS qui, pour moi, est plus clair et beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude de faire en CSS. Et donc là, on nous explique finalement qu'on peut utiliser un principe de variable. Une variable, c'est quoi? C'est une couleur qu'on aura définie, qu'on peut réutiliser à plusieurs endroits. Alors, je vous propose de tester cette fonctionnalité et de regarder un petit peu comment ça marche. Donc, on va regarder directement dans notre projet. Et puis, on va se dire finalement, on va retourner dans le HTML et en plus du H1, on va lui mettre une balise P. Celle-ci, elle comprendra un lorem ipsum de 40 mots. Voilà, on va faire ça. On va retourner évidemment sur notre projet. On a bien quelque chose qui est opérationnel directement ici. Et puis en revanche, dans notre projet, on va lui dire, toi H1 et la balise P également, j'aimerais que les deux aient la couleur rouge. Donc si je fais ça, c'est tout bon. Si je reviens sur mon projet, les deux sont rouges. En revanche, si je voulais que les deux soient maintenant bleus, je serais dans l'obligation de dire je prends celui-ci et l'autre élément, puis je suis obligé d'aller mettre bleu. Alors oui, c'est fonctionnel. Par contre, là, on a dû modifier deux variables. Alors on peut le faire, hein. VS Code nous aide énormément sur la sélection de plusieurs mots d'un seul coup, mais c'est vrai que c'est dommage parce que si j'avais finalement une variable seule, un petit peu comme en PHP, en JS ou autre, la déclaration d'une variable qui, par définition, est réutilisable partout et modifiable quand je le souhaite, en fait, ça me permettrait de dire là, tout en haut, à cet endroit, je vais peut-être pouvoir derrière dire je veux une couleur qui finalement est égale à red. Je vais le déclarer tel quel, finalement. Alors, c'est ce qui m'est expliqué dans la documentation. Si je veux déclarer une couleur, je peux lui donner une couleur. Attention, c'est pas. Hop, c'est deux points là, pardon. Ici. Si je veux une couleur qui est rouge, finalement, pas de souci, je peux la déclarer et je peux la réutiliser directement à l'intérieur de mon sélecteur, qui lui est parfaitement opérationnel. Alors, je vais juste reprendre VS Code, voilà, ici. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est que là où on a le blue qui est présent ici, on va lui mettre un $color. Et là où on l'a aussi, on va lui mettre également un $color. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on perd le fait qu'on ait une coloration syntaxique, c'est-à-dire le petit carré qu'on avait avant, qui nous indique la couleur affichée. D'un autre côté, quand vous passez au-dessus, vous voyez, il récupère en fait la ligne qui est présente ici pour nous l'indiquer à cet endroit-là. Donc bon, il y a quand même une tentative d'approche. C'est dommage qu'ici, on n'a pas la petite prévisualisation de la couleur. Malgré tout, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai tendance à dire, une fois les couleurs déclarées, elles sont déclarées à proprement dit. Donc là, je vais enregistrer. Que se passe-t-il? J'ai bien ma couleur rouge qui a été appliquée aux deux éléments directement d'ici. Et c'est vrai que si je veux passer à bleu, c'est peut-être un peu plus simple, parce qu'en passant à bleu directement ici, les deux viennent d'être modifiés également d'un seul coup. Donc là, si je reviens directement sur mon projet, je suis bien en bleu. Donc là, on peut imaginer plein de choses finalement. On peut imaginer énormément de caractères différents qui peuvent fonctionner à ce niveau-là. Et puis ça simplifie la démarche. Alors on verra que les variables, il est peut-être intéressant de les stocker dans un fichier spécifique, qu'après on peut faire d'autres choses, comme le fait derrière d'aller appliquer des filtres dessus et ainsi de suite. Mais on va avancer doucement dans la documentation. On ne va pas aller trop loin. L'intérêt, c'est que vous découvriez via une initiation comment ça fonctionne. Derrière, je vous inviterai évidemment à vous documenter sur ça. C'est à aller sur la documentation. Elle n'est pas extraordinaire, mais très franchement, elle fait le boulot. On a quelque chose qui est plutôt bon. Ensuite, on nous parle de nesting. Alors, c'est quoi le nesting? C'est le principe d'indentation, d'une liste par rapport à une autre. On a pour habitude, alors on va retourner sur notre projet et on va revenir sur ce code-là ensuite. On a pour habitude de dire, en imaginant que j'ai à l'intérieur de mon index.html ici, mon contenu qui est présent dans une div qui porterait le nom de content. Hop, donc je fais une div id content. Et finalement, je mets mon H1 et mon paragraphe directement à l'intérieur.
Quand on écrit en CSS, on aurait tendance à dire si je modifiais en fait tous les H1 qui sont dans content et pas ailleurs, j'ajoute directement content à cet endroit-là et je spécifie mon H1 comme enfant direct ou non, on peut le laisser tel quel. Et puis je vais être obligé de faire finalement la même chose au niveau de mon sélecteur P qui est présent ici, de ma balise P. Et puis oui, c'est fonctionnel si on veut. C'est-à-dire que là, il nous sort quelque chose qui est dans tous les cas fonctionnel. Par contre, c'est vrai que c'est embêtant à la longue. Si à l'intérieur de la balise P, j'avais un span, bon, je serais obligé d'aller faire un content P span pour aller avoir quelque chose en particulier. Et on va le faire. Ici, on va dire que ce morceau, finalement, je le veux pareil en souligné. Imaginons. Donc là, je vais lui dire, content pspan, je veux dans ces cas-là avoir un text decoration qui est en underline. Ok. Là, je vais aller voir mon projet. C'est tout bon. En fait, mon texte là est bien souligné, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est que visuellement, très franchement, c'est embêtant. À la longue, on a un code qui est long, qui est difficilement maintenable à mon goût et un peu complexe. Finalement, ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu dire de mon ID content, j'ai à l'intérieur des enfants. J'ai d'abord un enfant H1 qui lui comporte finalement ces réglages-là en particulier. Ok. Ensuite, j'ai une balise P qui, elle, va contenir ces réglages-là. Et enfin, j'ai une balise span qui, elle, contiendra ces réglages-là. Et je vais même aller un petit peu plus loin, c'est que la span, elle est directement dans le paragraphe. Ok, on va encore un peu plus loin. On revient à la ligne ici et on met notre span à l'intérieur. Là, vous venez de comprendre, j'ai fermé carrément VS Code, là, vous venez de comprendre finalement comment fonctionne le SCSS. Alors, évidemment, on va relancer notre commande avec le watch. Évidemment, tel qu'on l'a fait là, on se rend compte qu'on a des choses soulignées en jaune. Oui, il est en train de nous expliquer. Là, tu utilises en fait un système de règles, oui, mais rien n'est à l'intérieur. Ça n'a aucun sens et ça n'a pas d'intérêt. On va l'écouter, on va supprimer tout ça et on va de nouveau enregistrer. Notre code a bien été compilé, j'ai bien le rendu voulu, mais avec finalement une écriture extrêmement simplifiée. Je ne vais toucher finalement, lorsque je vais appliquer les H1, qu'aux éléments se situant à l'intérieur d'un élément qui aura l'ID content. En fait, c'est un réglage isolé qui porte uniquement sur cette div qui aura l'ID content. Et voilà, ça me permet d'avoir un code qui, à mon goût, est plus facilement maintenable que les autres. Si derrière, je voulais, sur cette balise P par exemple, avoir directement un over, c'est-à-dire avoir une couleur d'écriture qui est différente que la balise classique, j'aurais pu lui dire, alors le span, lui, est un héritier, si on veut, du P, un enfant, mais le over, je ne veux pas que ce soit un enfant, je ne veux pas qu'il y ait de séparation finalement, je ne veux pas qu'il y ait un espace comme ça a été généré ici. Moi, je veux que ce soit pleinement collé avec les deux points over, forcément. Donc j'aurais tendance à écrire deux points over, et à l'intérieur à lui dire, je ne sais pas, color blue, par exemple. Alors pas blue, c'est ce qu'on a mis, pardon. On va mettre red. Par exemple, directement ici. Que se passe-t-il? En fait, lorsque je vais passer sur mon paragraphe, mon texte ne changera pas de couleur. Pourquoi? Parce que regardez bien le CSS généré. Alors on ne voit pas très bien, mais ici j'ai un espace. Cet espace, il m'empêche d'avoir le over, finalement, sur le paragraphe. Il m'empêche complètement, donc il faudrait le retirer. Or, moi, l'espace, je ne l'ai pas ici. Donc on va utiliser la concaténation qui est proposée directement par ça. C'est pour ça, on ajoute juste l'esperluette, juste avant les deux points. Je réenregistre. Là, les deux éléments viennent de se coller, sont côte à côte. À partir de là, quand je vais venir directement sur cet espace-là, il devrait changer de couleur. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, pour le coup. Pourquoi ne veut-il pas? J'ai un content P over avec un color red. Alors là, oui, j'avoue que pour le coup, je ne vois pas pourquoi il ne veut pas. Enfin, l'idée, à la limite, c'est pas de... Ah, c'est parce que mon... Ok. Mon go live n'est plus en route, pardon. Je trouvais ça étrange. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. Donc là, j'ai récupéré le hover que j'ai directement sur mon élément, auquel je pourrais rajouter, je sais pas, un cursor pointer. Voilà. Hop. Et puis maintenant, on voit la souris qui passe dessus. On simule un lien en quelque sorte, c'est une chose à ne pas faire, mais c'est pour vous montrer dans l'exemple comment cela fonctionne. Ok, voilà, on a vu déjà en fait les variables, c'est un fait, puis on a vu le nested. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, cette couleur, on va se dire qu'elle est secondaire. Donc je vais dire ici, tu vas prendre un caractère de color secondary.
OK. Et puis ici, tu vas récupérer le color secondary et tu vas lui donner du red. Hop, c'est tout bon. À partir de là, c'est toujours fonctionnel. J'isole mes couleurs directement dans des variables, directement ici. Allez, on continue un petit peu avec la doc, on va regarder les autres éléments. Maintenant, on nous parle de partials. Donc en fait, des partials, alors on va essayer de traduire un petit peu. On va se mettre en français, ce sera plus simple. Vous pouvez créer des fichiers SAS partiels contenant des petits extraits de CSS que vous pouvez inclure dans d'autres fichiers SAS. C'est un excellent moyen de modulariser votre CSS et de faciliter la maintenance, c'est vrai. Un partiel est un fichier SAS nommé avec un trait de soulignement au début, donc l'underscore. Vous pourriez le nommer quelque chose comme partial.css. SCSS, pardon. Le trait de soulignement permet à SAS de savoir que le fichier n'est qu'un fichier partiel et qu'il ne doit être généré dans un fichier CSS. Les partiels SAS sont utilisés avec la règle @use, directement intégrée ici. Hop, on revient là. Donc on a un @use qui est utilisable d'après ce qui nous est spécifié, et on va avoir un partial SCSS. Alors le use me paraît étrange, mais on va regarder juste après. Si réellement il est fonctionnel ou pas, pour moi c'est un import, mais on va voir juste derrière. Donc ici, on a des variables, par exemple, et c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'isoler ces variables à part. Donc moi, j'ai tendance à faire un petit fichier, un petit dossier pardon, qui s'appelle settings, directement dans mon SCSS, et de dire à l'intérieur, j'ai créé mon fichier de partiel, variable.scss. Donc là, je suis la convention, hein, je mets underscore variable.css. À l'intérieur, je colle mes deux variables, qui pour moi sont maintenant de manière isolée. Par contre, il faut les ramener ici. Alors lui nous a proposé d'utiliser le use, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc si je fais un use et que je vais chercher mes variables, alors une particularité en effet, c'est qu'il faut absolument utiliser directement alors j'ai oublié le settings, hop, ça ne marchera pas. Voilà. Alors pour autant je crois qu'il ne l'aime pas, on va vérifier juste après. Pour moi c'est un import hein, pour le coup. Hop. Ouais, c'est un import, je ne sais pas pourquoi il me parle d'un use. Ok, à partir de là, je peux directement aller charger finalement ma page variable. Alors, ça paraît étrange, il n'y a ni l'underscore ni l'extension, c'est bien volontaire. Comprenez que tout à l'heure, on a expliqué qu'on pouvait éventuellement aller charger plusieurs fichiers SCSS dans le préprocesseur et qu'il nous sorte plusieurs fichiers CSS directement dans un dossier. Donc imaginons, j'ai un main SCSS, j'ai un secondary.scss et un tertiary.scss. Je pourrais dire dans ces cas-là, il va me générer trois fichiers CSS, un main, un secondary, un tertiary. À partir de là, moi, c'est pas ce que je veux. Le variable, j'ai pas envie que lui aille dans un dossier dans le CSS avec variable. Donc en fait, ici, ça me permet d'indiquer que c'est un fichier partiel, donc un fichier qui est là pour être chargé uniquement à l'intérieur d'un autre. Il ne passera pas à la moulinette du préprocesseur pour être généré derrière. Voilà ce qu'il faut comprendre. À partir de là, maintenant, j'importe directement mon fichier. Donc, je suis la logique du chemin en disant settings variable. Je suis dans le dossier settings et je vais chercher variable. Et donc, les éléments qui sont à l'intérieur ici sont directement chargés à l'intérieur du main. De là, ils sont utilisables et récupérables en CSS. Il m'a bien composé mon CSS malgré tout. Il m'a récupéré mon blue et mon red qui étaient présents directement ici, qu'il est venu remplacer à ces endroits-là. Donc là, ça, c'est aussi une seconde force finalement du SCSS, c'est de rendre plus opérationnelle une application et d'être capable d'isoler les éléments les uns avec les autres. On imagine pouvoir mettre autre chose que les variables, comme les typographies ou autres, où on pourrait faire énormément de dossiers différents, un dossier spécifique aux boutons, un dossier spécifique aux colonnes en termes de responsive. Voilà, là on peut imaginer plein de choses. Si vous voulez vous inspirer, moi je vous conseille de vous inspirer de Bootstrap qui lui également fonctionne ainsi. Hop là, si on regarde sa source de départ, c'est-à-dire que si on prend Bootstrap, qu'on regarde un petit peu le GitHub, je pense qu'on va le voir dans le GitHub, Bootstrap, et qu'on regarde un petit peu le dossier list et qu'on prend CSS directement ici, on voit qu'on a différents types de fichiers CSS qui sont présents ici. Alors je pense qu'on avait peut-être un SCSS, c'est encore mieux. Le SCSS est présent à cet endroit-là. On se rend compte qu'on a bien un fichier Bootstrap qui est présent ici en SCSS, qui vient finalement faire des imports de fonctions, variables, variables d'arc et ainsi de suite. Et je vous laisse deviner que ce sont des éléments qui sont là. Fonction, hop là, variable d'arc, et là il vient importer directement tous ces fichiers. Donc Bootstrap a été composé ainsi sur une base de SCSS pour derrière pouvoir nous générer un CSS en un seul fichier qui lui est très complet. Ok, voilà, en termes de code, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Juste particularité également, c'est que
Du moment où on rencontre une erreur, on nous spécifie la ligne et tout le nécessaire concernant l'erreur. Et puis, si derrière, on va regarder un tout petit peu notre projet et qu'on va faire un coup d'inspecteur, on va pouvoir regarder directement nos éléments à cet endroit-là. Et hop, alors on va aller dans le body, on va aller sur la div, on va prendre le H1. Et là, vous remarquerez un truc, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du fichier map, donc, qui est présent ici et donc qu'on voit à cet endroit-là. L'intérêt, c'est de dire maintenant, quand on va regarder ce H1, on sait qu'il est en ligne 4 du main.scss. Et vous voyez, on voit bien le SCSS. Ce qui n'est pas logique, hein, puisque si on regarde vraiment ce qui est chargé, c'est le CSS. Et pourtant, on voit bien les réglages SCSS. C'est donc le fichier map qui est directement utilisé par le projet, qui lui fait la liaison entre les deux. Voilà, vous avez compris globalement comment fonctionnait le map, comment fonctionnait le nested, comment fonctionnaient les variables. Là, on a vu énormément de choses déjà qui sont des éléments, je dirais, supplémentaires et des bonus qu'on peut avoir par rapport au CSS traditionnel. Donc je vous laisserai évidemment regarder un petit peu tout ce qu'il existe à l'intérieur des différentes fonctionnalités qu'apporte le SAS. La dernière qu'on va peut-être nous prendre en compte, ça va être le mixin qui est présent ici, qui nous permet d'aller créer finalement des gabarits d'attributs, enfin des conteneurs d'attributs qui eux vont s'appliquer. C'est-à-dire que là on voit qu'on a créé un mixin qui s'appelle thème. Ce mixin, on va lui appliquer un thème qui est le dark gray. Alors on n'était pas obligé de faire tout ça, hein, mais on va lui trouver un terme qui est le dark gray. Et finalement, que va-t-il se passer? C'est que à cet endroit-là, on va avoir un fond, un background, qui va récupérer le thème. Donc en fait, background va venir remplacer cette variable par sa valeur étant dark gray. Donc on retrouve bien finalement un background qui est égal à dark gray. On le voit ici. On a un box shadow qui est spécifique qui récupère également le dark gray. Et enfin, on a une couleur d'écriture. Tous ces éléments-là font partie du mixin thème et peuvent donc être inclus directement dans une classe. Ensuite, elle est inclue dans une autre classe et enfin inclue dans une autre classe. Objectif, être capable de dire les réglages qui sont là plutôt que de se répéter à l'intérieur de plusieurs éléments. Là, on vient de créer en quelque sorte un tableau de variables. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un tableau d'attributs CSS qui ont été stockés à l'intérieur de thèmes, qu'on peut reinclude directement ici. Et on a indiqué qu'il y avait un paramètre, tout comme on l'a dans une fonction en PHP, en JS, en ce qu'on veut, mais on a une fonction, donc un paramètre directement ici, qui va venir à l'intérieur des différents attributs pour remplir de la couleur spécifiée. Donc si j'ai dark red à cet endroit-là, on se rend compte que sur alerte, j'ai bien dark red qui est venu se positionner à cet endroit-là et qui est venu se positionner ici. On ne s'en rend pas compte parce qu'il nous l'a refait en RGBA, mais en réalité, il est venu se positionner directement ici. Il a fait la conversion tout seul. Et ensuite, on lui applique un 0,25 puisque c'est ce qui est directement demandé par la fonction ici RGBA. Ensuite, derrière, on se rend compte qu'ici, on l'a fait avec dark green, donc on l'a en dark green. Étant donné que là, on a appliqué le thème sans spécifier de variable à l'intérieur, c'est-à-dire de couleur à notre $thème, à notre variable thème, et lui, il est parti du principe qu'on va utiliser la couleur par défaut. La couleur par défaut étant dark green. Donc, il nous l'a appliqué directement ici. Autrement dit, si nous, on se dit, tiens, si on allait faire un mixin. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est se dire, dans les settings, on va aller créer finalement un petit mixins.scss. On va dire à notre main qui est présent ici, comme quoi on voudrait qu'il aille nous chercher mixin. Donc, il devrait nous le retrouver. Voilà, comme ça. Les mixins qui sont directement ici. Et puis, derrière, on va aller pouvoir créer un premier mixin. Donc, nous, on va pouvoir lui dire, par exemple, je veux que ce mixin, donc mixin, on va lui donner un nom. Donc, le nom, ça va être color. Et on va lui dire, tu auras une color qui va être le rouge. Par exemple, directement ici. Donc, si on ne spécifie pas de couleur, ce mixin aura la couleur rouge. C'est-à-dire qu'on a une écriture rouge. Par contre, si on lui spécifie une autre couleur, il y aura une autre couleur. À partir de là, on va revenir sur notre main à cet endroit-là. Et puis, on va lui dire ici, tu vas me faire un @include. C'est-à-dire que tu vas m'inclure finalement mon mixin qui s'appelle color. Et tu vas lui passer une couleur. Donc, on va lui dire d'inclure color sans quoi que ce soit. On devrait avoir, en enregistrant directement ici, du rouge. On a également du rouge à cet endroit-là, puisqu'on utilise directement la color secondary. Donc, ce qu'on va faire, nous, plutôt, c'est dire ici, on va faire également un @include. On va appeler notre color, notre mixin qui s'appelle color. À cet endroit-là, on n'oublie pas le point virgule. Et on récupère également le rouge. Info, mixin est chargé après les variables. Ça veut donc dire que mes variables sont chargées.
Donc plutôt que red, je peux utiliser ma color secondary directement ici. À partir de là, c'est toujours bon, j'ai bien du red là. Par contre, en imaginant que je me dise, tiens, à cet endroit-là d'ailleurs, j'ai oublié de faire le include, en imaginant qu'on se dise, tiens, sur la partie soulignée qu'on avait tout à l'heure, ou la partie over qu'on a présent ici, on veut également une couleur, mais on ne veut pas qu'elle hérite de la couleur par défaut qui est la secondary. Dans ces cas-là, je peux lui spécifier comme quoi ici je veux une color qui finalement est blue. À partir de là, quand je vais enregistrer, et donc je peux même faire mieux, je peux lui appliquer ma color tout court. Hop, dans ces cas-là, je vais avoir le bleu qui est généré ici, alors qu'on a bien du rouge qui est généré directement à cet endroit-là. On vient d'utiliser un mix-in directement à l'intérieur de notre élément. Alors l'exemple que j'ai pris, il n'est pas hyper idéal parce que un mix-in avec uniquement un attribut intérieur, ça rime à rien. Hein, je pourrais utiliser la couleur directement. Mais on peut imaginer d'autres réglages, comme par exemple la font weight qui est présente ici, que je pourrais mettre à 400 par exemple, et tout un tas d'autres réglages. En faisant ça, vous voyez que les trois éléments qui bénéficiaient de ce mix-in viennent de récupérer un font weight 400. C'est en quelque sorte une brique qu'on va créer en fait d'un côté et dont les attributs qu'on aura qualifiés seront réutilisables directement sur l'élément sur lequel on applique l'include. C'est quand même assez puissant, c'est plutôt sympa et donc je vous conseille également l'utilisation de mix-in pour simplifier la maintenance de votre code. Donc vous vous rendez compte maintenant qu'on a un code qui finalement est hyper compréhensible et hyper structuré. Si j'ai besoin de modifier un mix-in, je le fais ici. Si je besoin de modifier une couleur globale en disant je veux plus de rouge en fait comme couleur principale des éléments, mais je veux du orange, j'enregistre, je viens de passer sur du orange sur tous les éléments voulus. C'est le principe de la variable. Donc là, on a vraiment un potentiel du SCSS qui est présent. Alors, je vous ai montré une partie, il y a énormément d'autres fonctionnalités. L'intérêt, c'est de faire une première initiation. On est déjà une petite demi-heure, donc on va s'arrêter là. Malgré tout, je vous invite à pousser directement à comprendre le SCSS et à voir finalement comment fonctionne tout ça. Voilà, si vous avez des questions, de toute façon, vous savez où me trouver, n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, sur ce, amusez-vous bien avec le SCSS. J'espère que vous coderez de manière plus efficace. Et puis à très très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao!